Effectivement, l'objectif, c'est très rapidement de vous présenter donc cette loi qui a été transcrite pour ses applications pratiques dans nos statuts et en particulier vous dire ce qu'il en est du point de vue donc de la gouvernance fédérale, puisque comme vous le savez, nous allons très prochainement, vous allez très prochainement être amené à voter pour les élections au comité directeur et l'élection du président. Et un certain nombre d'entre vous ont peut-être déjà voté pour les élections des représentants des officiels et des juges arbitres. Donc, si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, il y a effectivement eu une loi visant à démocratiser le sport en France qui a été votée le 2 mars 2022 et qui entraîne pour les fédérations un certain nombre de modifications de leurs dispositions statutaires. Alors, je ne vais pas vous faire de commentaires sur chacune des étapes, mais on va dire que c'est une écriture progressive de la loi qui s'est faite aussi en interaction et en échange avec le mouvement sportif, donc via le CNOSF, sur une période qui a duré près d'un an. Et donc, la loi, comme on dit, a été adoptée le 2 mars 2022 avec un certain nombre de dispositions sur lesquelles on va revenir, qui, pour certaines, se sont appliquées tout de suite et puis, pour d'autres, vont s'appliquer notamment à partir du renouvellement donc, des instances dirigeantes des différentes fédérations, donc maintenant pour nous. Donc, on va y venir plus en détail. Si tu veux bien passer au slide suivant, s'il te plaît. Donc, voilà, en synthèse, c'est une loi qui a un certain nombre de titres, mais alors il y a des titres qui ne nous intéressent pas directement là aujourd'hui. C'est par exemple tout ce qui concerne en fait le sport santé ou des choses de cette nature. Mais en fait, sur les différents articles, il y a précisément ce qui concerne la gouvernance des fédérations et qui là intègre en fait 10 modifications statutaires sur lesquelles on va revenir très rapidement. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Hugues. Alors, les modifications statutaires, elles concernent en fait la constitution des instances dirigeantes des fédérations. Donc, c'est à la fois qu'est-ce qui les constitue, mais comment elles sont élues ou révoquées, et un certain nombre de dispositions annexes. Donc, première disposition, si tu veux bien passer à la suite, c'est pour ce qui concerne les fédérations sportives agréées et délégataires. Donc, nous sommes. Alors, on peut être, point important, hein, euh, on peut être une fédération agréée qui n'est pas délégataire et toutes les fédérations délégataires sont forcément agréées, mais en fait, délégataires comme nous, c'est donc euh, comme on dit, on a délégation de services publics, notamment pour tout ce qui concerne comment dire, les championnats. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça le championnat de France, puisque il n'y a pour une discipline donnée qu'une seule fédération, le cas échéant, qui a compétence et délégation de l'État pour organiser le championnat de France, voilà, et qui a l'autorisation de nommer son championnat, enfin ses championnats, le championnat de France pour les disciplines pour lesquelles elle a délégation. Donc, première disposition, c'est la parité stricte. Donc, à compter du 1er janvier,
du premier renouvellement, donc à partir du 1er janvier 2024, c'est l'obligation d'une parité stricte, sachant que jusqu'à présent, c'était 40% pour l'obligation, au moins 40% pour chaque sexe. À partir de maintenant, ça devient 50-50 avec la possibilité, surtout pour les gens qui ont un comité directeur, enfin des instances dirigeantes dont la composition est en nombre impair, de ne pas excéder un pour l'autre sexe. Mais nous, comme le comité directeur, on va le voir, fera 24 personnes avec les représentants des athlètes de haut niveau, des entraîneurs et des officiels. Donc, c'est 50-50. Ça, c'est pour la fédération, quelle que soit la proportion de licenciés dans la fédération. Ça, c'est pour la fédération, donc à partir de maintenant. Donc. Et par ailleurs, Hugues, si tu veux bien passer au slide suivant, pour ce qui concerne les organes régionaux, donc chez nous les ligues, ça s'appliquera à partir du 1er janvier 2028, donc pas pour la mandature actuelle, mais pour la prochaine mandature. Point important, ça, ça concernera les ligues, mais dans la loi, pas les comités départementaux et encore moins les clubs. Là, la loi laisse chacun faire ce qu'ils veulent. Bon, donc vous avez vu dans les statuts, enfin pour ceux qui se livrent à l'exercice, et je sais que c'est en général pas la lecture favorite de tout le monde, on a institué ça dans nos statuts, donc un comité directeur et un bureau où il y aura parité totale au niveau de la fédération à partir de ces élections-là. Euh, Ensuite, Hugues, si tu veux bien. Euh, c'est la représentation obligatoire. Alors, à chaque fois que vous voyez article, c'est la référence à l'article de la loi. Donc, c'est l'obligation pour les fédérations d'avoir donc pour les fédérations délégataires, là, je précise, donc pour nous, l'obligation d'avoir dans l'organe collégial d'administration. Alors, l'organe collégial d'administration, chez nous, c'est le comité directeur, c'est-à-dire c'est lui qui est au centre du processus décisionnaire, sachant qu'effectivement, le bureau, entre les sessions, donc le bureau de la fédération, entre les sessions du comité directeur, met en œuvre et suit, je ne vais pas dire au jour le jour, mais quasiment, l'exécution des différentes dispositions qui ont été votées par le comité directeur. Donc, comme vous le savez, on a intégré donc une représentation de un représentant des officiels et un représentant des arbitres. Hein. L'élection s'est faite à la fin mars et pour avoir un principe de parité, avec en plus les représentants des athlètes de haut niveau, on y reviendra par la suite, on a décidé qu'à chaque mandature, et pour éviter que le comité directeur ne devienne trop nombreux en nombre de personnes et pour éviter, je dirais, pour laisser plutôt les discussions se mener sans avoir des comités directeurs qui durent des jours et des jours. Donc, on a décidé qu'il y aurait un représentant des arbitres et un représentant des entraîneurs, chacun d'un sexe différent, avec un tirage au sort qui a eu lieu et vous connaissez les résultats. Donc, ces représentants ont été élus et siégeront à partir donc de la fin novembre dans le nouveau comité directeur qui est l'organe collégial d'administration de la fédération. Alors, surtout, s'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous,
n'hésitez pas à me poser des questions ou à m'interrompre. C'est tout de même le but, c'est que vous soyez informés, que vous compreniez bien et que tout soit clair pour vous. Donc, slide suivant. Et ça, encore une fois, ça ne concerne que la fédération. Ne sont pas concernés pour ce système de représentants des entraîneurs et des officiels, ne sont pas concernés les échelons régionaux et départementaux. C'est juste au niveau de la fédération. Euh, Autre disposition importante, et pour nous, c'est vraiment une innovation, c'est il est prévu dans la loi que les clubs votent directement pour au moins 50% du collège électoral et au moins 50% des voix. Donc, comme on a voulu quelque chose de simple et démocratique, on a décidé en fait de faire, plutôt que de se limiter à 50% en gardant comme avant une pincée de vote des comités départementaux et pourquoi pas des ligues, etc. On a décidé de faire simple. Ce sont à 100% les clubs qui vont voter, donc via leur président ou la personne qui a été désignée par celui-ci pour voter. Et pour ce qui concerne le nombre de voix dont disposera chaque club, c'est très exactement le nombre de licences que le club avait lors de la saison précédente. Donc, on vient de terminer la saison 2023-2024. Il n'y a plus comme avant un système où il fallait forcément avoir au moins 20 licences pour voter, etc. C'est plus l'ancien système. Ça devient un système. Vous avez, par exemple, 15 licenciés. Je sais que parfois, outre-mer, il y a aussi des endroits où, avec la meilleure des bonnes volontés, il y a des petits clubs. Avant, les petits clubs, entre guillemets, étaient exclus du scrutin. Là, tout le monde va pouvoir voter à partir du moment où votre club était affilié et est affilié de nouveau depuis le 5 octobre, hein, puisque pour des questions pratiques, on a bien dû figer une date pour déterminer les listes électorales. Donc, tout le monde pourra voter, même si vous avez simplement 10 licenciés ou 12, ou peu importe. Il y a plus le seuil, sauf bien sûr le seuil minimum pour être affilié. D'accord? Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Ça laisse la parole à tous. Bien sûr, ben, les gros clubs auront plus de voix, mais ça, c'est normal. Mais en tout cas, personne n'est exclu. Slide suivant, si tu veux bien. Donc, autre disposition importante de la loi, c'est la limitation du nombre de mandats pour les présidents des fédérations agréées délégataires et pour les présidents des ligues régionales. Ça concerne aussi les ligues professionnelles, mais comme on n'en a pas, on ne va pas en parler. C'est la limitation à 3 au maximum du nombre de mandats, avec tout de même, pour éviter un effet complètement rétroactif, la possibilité pour les présidents qui étaient dans le cours de leur troisième mandat de se représenter une dernière fois pour la mandature 2024-2028. C'est pour ça que, par exemple, euh, Joël Dumez, qui est notre actuel président, a la possibilité de se présenter de nouveau et le fait, comme vous le savez. Mais par exemple, moi qui étais
président de la Ligue Île-de-France depuis 2008, eh bien, je n'avais plus le droit de me présenter donc comme président. Donc, je me suis retiré et j'ai laissé donc la place à quelqu'un d'autre. Euh, Point important à souligner, c'est pas 3 mandats successifs, c'est 3 mandats dans une vie entière. Donc, vous pouvez avoir été président il y a 20 ans, être une deuxième fois et une troisième fois président sur les 2 dernières mandatures, ça, ça fait 3, d'accord. Peu importe, c'est pas comme dans certains systèmes, comme par exemple en URSS où Poutine se faisait, quand il pouvait plus être président, devenait vice-président et laissait quelqu'un d'autre et puis revenait après. Là, c'est terminé. Une fois que vous avez fait vos 3 mandats, peu importe s'ils sont consécutifs ou espacés, c'est terminé. Mais bien sûr, vous pouvez être président d'une ligue et devenir président de la fédération ou président d'une ligue A et devenir ensuite président d'une ligue B ailleurs. Euh, Ça, c'est pas un problème, mais à l'intérieur d'un même organisme, vous ne pouvez pas faire plus de 3 mandats, excepté donc là comme disposition transitoire. Donc ça concerne les présidents de fédération et de ligue. Slide suivant. Euh, Autre novation, c'est que alors, jusqu'à présent, la loi autorisait les présidents de fédération à être... Réunion. Pardon? J'ai entendu quelqu'un prendre la parole? Non, non, c'est bon. Alors, tu peux poursuivre, Alain, il n'y a pas de souci. D'accord. Jusqu'à présent, la loi autorisait les présidents de fédération à être rémunérés. Alors, c'est pas un salaire, c'est une indemnité parce que le président ne peut pas signer un contrat de travail à lui-même. Et bah, il y a des fédérations où les présidents étaient rémunérés et des fédérations comme la nôtre où le président, comme d'ailleurs tous les autres membres du comité directeur, euh, exercent leurs fonctions à titre bénévole. Là, la loi impose que dans les 2 mois qui suivent l'élection, il y ait une réunion d'un d'un comité de rémunération qui est un groupe de travail du comité, enfin de l'instance dirigeante, donc le comité directeur chez nous, qui se réunissent et décident du principe de la rémunération ou pas du président et du montant de celle-ci. Alors, c'est l'obligation de se poser la question, c'est l'obligation, s'il est décidé qu'il y a une rémunération, de discuter du montant et de le faire voter par l'instance dirigeante. Ça ne veut pas dire, et ce sera le choix du président et de l'instance dirigeante qui sera élu, de décider si oui ou non le président de la fédération sera rémunéré. Mais en tout cas, il y a l'obligation de statuer sur le sujet. Voilà. Euh, donc, si tu veux bien passer au slide suivant. Donc, euh, chose spécifique là aux fédérations sportives délégataires, euh, c'est la notion de représentation des athlètes de haut niveau. Donc, euh, alors, avec 2 niveaux, c'est d'une part la création dans les fédérations d'une commission des athlètes de haut niveau qui doit être paritaire et qui est élue par les athlètes de haut niveau eux-mêmes. Donc, nous avions voté la mise en place
d'une commission des athlètes de haut niveau composée de 8 membres, 4 hommes et 4 femmes. Et cette commission des athlètes de haut niveau, et ça c'est pareil dans toutes les fédérations, elle-même élit en son sein des représentants de manière paritaire, qui là, à la différence des représentants des entraîneurs et des officiels, siègent dans toutes les instances dirigeantes, c'est-à-dire le comité directeur et le bureau. Donc euh, là, on a décidé aussi pour limiter le nombre de personnes au comité directeur qu'il y aurait euh, 2 représentants des athlètes de haut niveau, donc un homme et une femme, qui siégeront donc à partir de la nouvelle mandature et au comité directeur et au bureau. Point important, les représentants tant des entraîneurs, des arbitres que des athlètes de haut niveau ont, lorsqu'il y a des votes, des voix pleines et entières, hein. Ce ne sont pas juste des représentants qui sont là pour écouter ou pour émettre un avis. Ils votent comme n'importe quel autre membre du comité directeur et, le cas échéant, du bureau. C'est pour ça qu'on dit qu'ils ont voix délibérative dans les instances dirigeantes. Et effectivement, les athlètes de haut niveau ont une représentation privilégiée, entre guillemets, par rapport aux entraîneurs et aux officiels, puisque la loi a voulu qu'ils soient impérativement membres de toutes les instances dirigeantes, alors que les officiels et les entraîneurs ne sont membres que du comité directeur. Euh, Slide suivant, si tu veux bien. Euh, donc, un autre point important, c'est pour ça que je vous disais, on a fait un calcul pour garder l'effectif raisonnable, c'est que les sièges réservés, donc pour les entraîneurs, les arbitres et les athlètes de haut niveau, ne peut pas, peut pas représenter plus de 25% des voix. Donc, c'est pour ça qu'on a gardé le nombre de représentants sur siège réservé à 4, un pour les arbitres, un pour les officiels, un pour les entraîneurs, 2 pour les athlètes de haut niveau, et un comité directeur de 24, avec donc 20 membres élus au scrutin par liste, sur lequel vous allez être amené à vous présenter, à vous prononcer prochainement. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Euh, un autre point important qui, lui, est rentré en vigueur déjà depuis 2022, c'est l'obligation de transparence vis-à-vis du contrôle de l'État sur, sur le patrimoine et les revenus des dirigeants, donc des fédérations délégataires. Vous savez qu'il y a certains sports où il y a eu des abus qui ont été commis par certains. Bon, ce sont souvent des sports où il y a du sport professionnel et beaucoup plus d'argent que dans un simple sport amateur comme nous. Mais donc, tous je dirais, tous les membres des bureaux qui sont, donc, outre le président, les vice-présidents ou vice-présidentes, les trésoriers et secrétaires généraux sont astreints à faire une déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Donc ça, c'est de manière
similaire à ce que fait un député, un ministre, un président de la République, où vous devez déclarer par le menu tous vos éléments de patrimoine et de revenus pour qu'il soit possible de contrôler donc au début de votre mandat et à la fin, et de manière à permettre un contrôle pour savoir si la personne concernée s'est enrichie. Et alors, il n'est pas interdit de s'enrichir, mais ça peut permettre éventuellement de décider d'investiguer si une personne s'est énormément, enfin, s'est enrichie bah, sur l'origine de son enrichissement. Ça peut être pour des raisons tout à fait extérieures à son activité dans la fédération où la personne est élue, mais ça peut aussi des fois être, ça pourrait être lié à de l'argent dont elle profiterait de manière pas très normale, et donc c'est destiné à permettre ce contrôle. Voilà, donc euh, c'est déjà en vigueur, et tous les vice-présidents, outre le président pour qui c'était déjà une obligation, mais les vice-présidents, le trésorier, le secrétaire général ont dû remplir ce pensum. Vous devez déclarer tous vos comptes bancaires, vos biens immobiliers, vos voitures, etc. Tout par le menu. Euh, Alain, 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 oui, Alain, oui, il y a Joël qui a demandé la parole. voilà. Oui, alors donc j'ai levé la main. Pourquoi? Parce que tu viens de le dire, mais bon, c'est aussi à confirmer, parce qu'on voit sur la slide que c'est donc l'article 39, extension des obligations de transparence, de déclaration de situation patrimoniale et déclaration d'intérêt. Là, l'article, c'est l'extension. Pourquoi? Parce que moi, là, je prends la parole en tant que président, parce que moi, en tant que président, ça fait déjà un moment que j'ai fait mes déclarations, depuis déjà au moins 5 ans, aussi bien au gouvernement qui me le demandait que au comité olympique. Voilà, c'est pour ça, on voit pas, on voit tout de suite vice-président, trésorier, secrétaire général, mais on voit pas le président. Le président, lui, ça fait déjà un moment qu'il le fait. Voilà, c'était juste un petit compliment, un petit complément. oui, mais j'accepte aussi les compliments, Joël. Merci. Mais je pensais l'avoir dit, mais tu fais bien d'insister sur ce point. Donc, slide suivant. Donc, euh, en fait, on vient de voir très rapidement les éléments concernant les principales dispositions statutaires. Donc, là, maintenant, on est pour nous dans l'étape qui a commencé le 1er janvier 2024. Donc, on a déjà procédé aux élections aux différents sièges réservés, et vous allez être amené à voter aux élections. Alors vous, je parle des représentants des clubs pour les listes. Donc là-dessus, le nombre de personnes dans les listes n'a pas varié depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire c'est 20 personnes sur les listes avec un nombre égal d'hommes et de femmes, donc 10 et 10 hommes, 10 femmes, et ça reste le même mode de scrutin, c'est-à-dire un scrutin par liste avec possibilité de panachage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, quand on dit scrutin par liste, c'est le premier mot qu'il faut retenir, parce que la logique d'un scrutin par liste, c'est que vous votez pour une équipe qui, en principe, euh, partage donc un programme avec un certain nombre de mesures, et est d'accord pour
travailler ensemble à la mise en œuvre de ces mesures. Donc ça, la logique d'un scrutin par liste, c'est de voter pour la liste. Maintenant, comme il se peut que qu'il y ait certaines personnes pour lesquelles vous ne voulez pas voter, euh, bah, vous avez éventuellement la possibilité de dire je, je raye des noms dans la liste. Bon, ça prend plus de temps que de dire je vote pour la liste A ou je vote pour la liste B, mais c'est toujours possible. Et même, vous pouvez dire, bah, je choisis des personnes de la liste A et je choisis des personnes de la liste B. Simplement, vous ne pourrez pas voter euh, pour plus de 20 personnes et vous ne pourrez pas voter pour plus de 10 hommes et plus de 10 femmes. Bon. Mais cela dit, alors c'est une possibilité, mais ce n'est pas forcément l'esprit parce que regardez simplement ce qui se passe à l'Assemblée ou au gouvernement. En fait, il y a des gens, alors c'est pas le même mode de scrutin, il y a des gens qui se retrouvent tous ensemble, qui sont surtout d'accord sur le fait de ne pas être d'accord, et ça rend les choses particulièrement chaotiques, puisque les gens se déterminent non pas sur un programme, mais sur le fait de faire valoir leur désaccord et d'embêter les autres ou d'échanger. Je te laisse faire un petit bout de ton programme, mais toi, tu me donnes un petit bout de mon programme. C'est pas vraiment efficace. Donc, encore une fois, oui, c'est une possibilité, mais je vous dis, la logique, c'est plutôt de voter pour des listes complètes qui travailleront sur un programme et des idées et même sur des rôles qu'ils sont prêts à assumer dans une équipe. Hein. Imaginez aussi dans un sport d'équipe, si tout le monde veut être attaquant en position d'aile gauche, bah, il y aura un problème. Il faut aussi des arrières, il faut... Bref, vous m'avez compris, j'espère. C'est important, cette notion d'équipe. Sachant que, par ailleurs, mais là, il y a encore le temps, pour les ligues, le prochain épisode, sauf à ce que d'ici là, il y ait d'autres modifications de la loi, ça sera au 1er janvier 2028 l'obligation de parité. Mais ça, on verra, ça sera une autre histoire. Voilà, je pense que j'ai couvert, en essayant de ne pas être trop long, l'essentiel des dispositions. Mais si vous avez des questions, des remarques, etc., je suis à votre disposition et nous sommes à votre disposition, donc le président, le DTN, pour répondre à des questions ou des réflexions. Merci Alain. Merci beaucoup pour cette présentation.